Christophe Soulès, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et vous venez de publier votre baromètre annuel de la délinquance. Alors, baromètre qui montre que 10 millions de Français déclarent vivre en insécurité. Ça veut dire quoi vivre en insécurité et comment arrivez-vous à ce chiffre, 10 millions de Français? Alors déjà, on arrive à ce chiffre par une enquête qui est réalisée chaque année par l'INSEE depuis maintenant 10 ans, où on interroge donc près de 16 000 Français sur l'ensemble du territoire national, représentatifs de la population, et on leur pose un certain nombre de questions. En face à face, En face pas à par face, téléphone. pas par téléphone, c'est Voilà. des entretiens qui durent quasiment 1 heure. Ces entretiens vont nous permettre d'avoir, je dirais, 2 éléments importants. Premier élément, sur les victimations, les infractions dont sont victimes nos concitoyens, même si ces personnes n'ont pas été déposées plainte, parce que c'est ça qui est très important. Et puis deuxième, je dirais, volet de l'enquête, c'est les questions justement de perception, d'opinion, dont effectivement le sentiment d'insécurité. Donc sentiment d'insécurité au domicile, sentiment d'insécurité dans le quartier, mais également par exemple perception de l'action de la police ou d'autres types d'observations que peuvent faire les habitants dans leur quartier. Alors, est-ce que vous avez le profil d'ailleurs de ces 10 millions? Est-ce que ce sont plutôt des gens qui habitent dans les campagnes, dans les grandes villes, plutôt des jeunes, plutôt des personnes âgées? Alors, ça dépend où. Dans le quartier, dans le sentiment d'insécurité dans le quartier, ce sont plutôt des jeunes, parce qu'en fait, les jeunes se savent exposés, ils sortent plus dans les lieux publics, sur la voie publique, et donc ils ressentent un sentiment d'insécurité plus élevé, effectivement, que les autres catégories de population. Et on va trouver aussi beaucoup les femmes qui ont un sentiment d'insécurité plus élevé que les hommes. Elles doivent se sentir aussi peut-être plus fragiles, plus exposées, moins aptes éventuellement à se défendre. Il y a ce constat terrible, vous dites qu'il y a beaucoup de femmes, je l'ai lu dans votre rapport, qui disent qu'elles n'osent pas sortir de chez elles. Oui, c'est oui. quoi? C'est tout ce dont on parle, là, le harcèlement de rue, c'est ça? Oui, enfin, elles vont changer leur comportement, elles vont modifier leurs attitudes dans la vie quotidienne. Donc, par exemple, dans le métro, elles vont arrêter de prendre le métro à certaines heures, sur certaines lignes. Donc, effectivement, il y a un impact assez fort du sentiment d'insécurité sur le mode de vie de certaines catégories de la population qui vont se sentir fragiles. Et dès l'instant aussi où on se sent beaucoup plus fragile économiquement, socialement, et ça touche aussi beaucoup les femmes, ça peut rejaillir également sur le sentiment d'insécurité. Et ça se dégrade, ça, ou pas? C'est assez stable dans le temps, en fait. D'accord. On est à peu près, depuis maintenant une dizaine d'années, entre 18 et 20%. Au domicile, puisque vous posiez la question, c'est plutôt les personnes âgées, là, qui vont se sentir majoritairement en insécurité. La peur de quoi, là? Quand on est chez soi, de quoi a-t-on peur? Peut-être la peur d'être attaqué, la peur d'être agressé, la peur des vols de fausse qualité, par exemple, en fait, d'être escroqué. Donc on reste chez soi, mais c'est toujours une appréhension du risque et de la menace, le sentiment d'insécurité. Et oui, parce que vous le disiez, les cambriolages baissent. Hein? Oui, les cambriolages baissent. Les vols à l'arraché baissent aussi. C'est effectivement un bilan qui est plutôt ouvert, puisqu'une majorité quand même d'infractions, notamment qui touchent les personnes, sont en baisse. Les vols avec violence. Les vols avec violence, on a 180 000 victimes aujourd'hui, c'est énorme. En revanche, on était il y a 10 ans à plus de 350 000. Et comment ça s'explique, ça, que les vols à l'arraché, les vols de téléphone portable, tout ça diminue? Alors là, sûrement que les cambriolages également. De nombreuses hypothèses. Le fait, effectivement, par exemple, pour les vols à l'arraché, très souvent, c'est encore le portable qui est le bien le plus volé, sauf qu'aujourd'hui, le portable, il est de plus en plus sécurisé. Et il y a moins d'intérêt pour les délinquants de voler le portable. Ça peut être le démantèlement de filières, d'organisations criminelles par la police. Ça peut être la présence, depuis 2 ans, beaucoup plus visible des forces de sécurité. Et quand je dis forces de sécurité... Suite à l'état d'urgence, etc., il y a de la police partout, donc c'est plus compliqué de faire un cambriolage. Oui, police partout, également agents de sécurité privés. Aujourd'hui, dans les lieux publics, le fait qu'on ait beaucoup plus d'agents de sécurité privés, même ici, dans nos locaux, etc., ça peut conduire effectivement à une baisse de certains types de violences. Alors, quelles sont les infractions, à l'inverse, qui montent? Si on vole moins le téléphone portable, quelles sont les escroqueries qui montent? On vole plus votre vélo aujourd'hui. Ah, les vélos. Voilà, les vélos, c'est en hausse. Alors là aussi, sûrement plusieurs explications. Un parc de vélos qui augmente. On prend de plus en plus de vélos, des vélos qui sont de plus en plus chers aujourd'hui, et puis ça reste des biens quand même qui sont assez peu protégés aujourd'hui, par exemple par rapport à la voiture, donc qui sont facilement accessibles pour les délinquants, avec un circuit, je dirais, de revente, de recel, moins contrôlé et sûrement beaucoup plus facile. Et puis vous avez un autre type de phénomène également criminel qui augmente de façon assez importante, et ça aussi depuis quasiment 2010, les débits frauduleux sur Internet. Je me souviens qu'on en avait parlé ici une année, c'est toujours en augmentation. Depuis 2010, ça a doublé. Ça a doublé. 500 000 ménages victimes en 2010, aujourd'hui 1,2 million. Alors justement, ça vaut le coup qu'on s'y arrête 2 secondes. Ça. De combien est-on volé sur Internet? Comment s'en rend-on compte? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors de combien? C'est des petites sommes en général, puisqu'en moyenne c'est moins de 100 euros un débit frauduleux, donc c'est pas des sommes du type 3 000 ou 4 000 euros. Et d'ailleurs pour les escrocs, ce qui est important, c'est que ce soit des petites sommes parce que vous ne les voyez pas, parce que chacun nécessairement ne regarde pas ses comptes bancaires quand on reçoit son brevet. D'autant que les intitulés des retraits bancaires sont souvent incompréhensibles. Exactement. Il n'y a pas écrit 65 euros magasin machin, c'est des codes incompréhensibles. Exactement, et ça c'est pour ça que pour eux l'intérêt, c'est d'en faire des dizaines et des centaines de petits retraits qui ne se voient pas. Comme ça, bon bah voilà, personne ne s'en aperçoit et en plus
ils ont moins de chances d'être pris. Beaucoup de personnes s'en aperçoivent pas d'ailleurs dans l'enquête. On a des personnes voilà, qui ont découvert très longtemps après qu'ils avaient eu ces petits. Alors quand c'est 3 000 € vous vous en rendez compte, mais quand c'est 10, 20, vous vous en rendez pas compte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours les mêmes conseils, je dirais, qui sont donnés. Ne pas répondre à des faux mails, de faire attention à sur le site sur lequel vous allez, qu'il y ait le petit cadenas, que ça soit sécurisé, surtout à l'étranger. Et là, on le voit bien dans l'enquête. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années, le débit frauduleux commis à travers l'exploitation de la carte bancaire quand vous partez en voyage. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que la banque rembourse impeccablement. C'est effectivement, aujourd'hui, c'est un contentieux qui est énormément pris par les assurances et notamment par, bien entendu, les établissements bancaires. Je reviens sur les violences faites aux femmes dont on a beaucoup parlé avec l'affaire Weinstein. Est-ce que c'était prégnant lors de cette enquête? Est-ce que, et par exemple, le harcèlement de rue, là, l'idée est de verbaliser, c'est l'idée du gouvernement, alors, ça pourrait être efficace? Les violences faites aux femmes, c'est important, effectivement, dans l'enquête, les violences sexuelles. Je rappelle qu'il y a un taux de plainte qui est très faible. Les violences sexuelles, c'est moins de 10% de taux de plainte. Donc il y a 9 infractions sur 10 qui ne sont pas reportées à la police et la gendarmerie parce que les victimes, pour des raisons très différentes, mais ne souhaitent pas aller déposer plainte ou ne veulent pas ou ne peuvent pas aller déposer plainte. Sûrement des fois par peur de la honte, par peur peut-être d'être mal accueilli, mal conseillé dans les commissariats, alors même que pourtant l'accueil, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais l'accueil et la formation des policiers ou des gendarmes, c'est quand même nettement amélioré concernant la prise en charge des victimes. Donc il y a effectivement une sorte encore d'omerta sur ce type d'infraction, et on l'a vu notamment effectivement avec l'affaire que vous avez citée, toute la campagne qui a eu lieu sur les agressions sexuelles. Donc et ces violences sexuelles, ce qui est frappant dans votre enquête, c'est qu'elles sont à l'intérieur du foyer. Oui. Souvent, le violeur est un très proche. De toute façon, le violeur, il est connu. Dans 75% des cas. C'est pas dans un parking. Enfin, je veux dire, le truc dans un parking d'un inconnu, c'est malheureusement. Non. Malheureusement, le violeur, effectivement, et l'individu est connu. Alors, ça peut être une connaissance, je dirais, de proximité, mais ça peut être aussi, effectivement, par exemple, l'ex-conjoint, ça peut être l'ex-paxé, et puis sinon, ça peut être des voisins, des amis, etc. Donc, on est quand même sur une infraction, effectivement, encore plus traumatisante d'ailleurs, parce que la personne connaît l'auteur. Alors, on parlait de ce sentiment d'insécurité. C'est vrai qu'il y a des petites incivilités qui vous polluent dans la vie de tous les jours. Vous diriez que c'est quoi? C'est des insultes, trafic de drogue, de l'alcoolisation, de la mendicité agressive? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est tout l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment d'insécurité est notamment alimenté par, je dirais, l'évolution de la personne dans son environnement. Les petites dégradations, les abribus cassés, les carcasses de voitures, par exemple, brûlées et non dépannées. Mais ça peut être également, oui, les injures, les attroupements sur les places publiques de jeunes un peu bruyants. La dégradation, à un moment donné, des cages d'escalier. C'est effectivement... Et l'observation, effectivement, de certains phénomènes, type consommation ou trafic de stupéfiants, ou consommation... et on a l'impression que la police laisse faire. Voilà, on a l'impression que le contrôle social, ce qu'on appelle ça, le contrôle social ne fonctionne plus, que l'État, je dirais, les pouvoirs publics ne contrôlent plus le territoire, et donc que dès l'instant où il y a des petites infractions, les plus grosses peuvent éventuellement survenir, et donc on se sent plus menacé, plus après en risque. Et alors, il y a quelque chose de très surprenant dans votre sondage. Pendant très longtemps, la préoccupation numéro 1, c'était le chômage. Et le chômage passe derrière le terrorisme. Pardonnez-moi, mais il y a beaucoup plus de victimes du chômage. Enfin, heureusement d'ailleurs, statistiquement, c'est pas du tout la même chose. Il y a 5 millions de gens qui sont victimes du chômage. Le terrorisme, c'est fort heureusement beaucoup moins. Oui, tout à fait. Mais alors là, c'est pareil. Les attentats qu'on a connus, les tentatives d'attentats qu'on essaie de déjouer. En France. Partout en France. Donc ça ne touche plus uniquement en plus aujourd'hui que la capitale, je dirais. Ça peut toucher également des petites villes, des villes de région. Le fait également que les pouvoirs publics quand même communiquent beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, on a un certain langage de vérité par rapport à la population en disant que le risque zéro n'existe pas. C'est sûrement aussi un élément qui contribue justement à ce passage, je dirais, du terrorisme comme préoccupation principale de la population. Merci beaucoup Christophe Soulès d'être venu nous faire part de ce baromètre 2000, c'est pour l'année 2016, qui est encourageant parce qu'il montre que ça baisse. Qui est plutôt encourageant et j'espère que ça se confirmera en 2017. Merci. Tout de suite, Bruce Toussaint, c'est dans l'air. La droite se choisit dimanche un nouveau patron avec l'élection pour la présidence du Parti Les Républicains. Laurent Wauquiez, on le sait, est ultra favori. Cette élection peut-elle donner un nouveau souffle à la droite? C'est tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint.